Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue si vous étiez présent lors des deux premières émissions ce matin. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi, 14h15. Nous venons de prendre connaissance de certaines statistiques américaines. D'ailleurs, je vous rappelle que Wall Street ouvre à 14h30 et ce jusqu'à la fin du mois, jusqu'à ce que la France et l'Europe basculent à l'heure d'été, ce qui est déjà le cas en Amérique du Nord. Alors les chiffres qui viennent de tomber sont globalement inférieur au consensus, il reste quand même tout à fait satisfaisant, la croissance reste positive pour la production industrielle aux États-Unis, qu'il s'agisse du rythme d'évolution annuel ou mensuel. Alors je vais quand même vérifier pour le rythme de production mensuel, mais dans tous les cas, bon, ça entretient, il y a une légère petite consolidation, prise de profit sur le dollar américain, avec probablement derrière des résistances que les paires en dollars principales vont aller chercher, euro-dollar, GBP, USD, ou encore voir USD Yen et USD CAD revenir sur support. 0,1% pour la production industrielle en février, au mois de février, le marché attendait 0,2, 0,3. En rythme annuel, 3,5% pour la production industrielle, voilà, c'est inférieur au consensus. Et au niveau d'activité du mois de janvier, mais cela reste quand même tout à fait positif. Alors, je ne vais pas m'attarder davantage sur ces statistiques. Je vous rappelle que cette semaine, en ce qui concerne le dollar américain et les marchés actions US sur lesquels nous allons nous concentrer cet après-midi, eh bien nous attendons mercredi 18 mars un communiqué de presse de la Réserve fédérale des États-Unis, un discours du gouverneur Janet Yellen. Ce sont des éléments qui vont influencer la destinée du dollar américain en ce qui concerne ce lundi, comme très régulièrement les ministres des Finances de l'Eurogroupe se réunissent pour étudier les propositions de réformes structurelles proposées par la Grèce. Alors, du côté des statistiques, il doit rester à 15 heures l'indice du sentiment des promoteurs immobiliers aux États-Unis, donc le NAHB. Voilà, c'est un indice de confiance, un indice d'activité que le consensus attend à 56, qui ne manquera pas d'influencer à nouveau le dollar US. Alors quelques graphiques en données journalières, une fois n'est pas coutume, mais simplement pour resituer certains actifs nord-américains avant de me concentrer uniquement sur des graphiques intraday en données 4 heures. Il y a quelque chose qui a été assez nouveau pour le marché à partir de la fin du mois de février, qui a vu donc les marchés actions US retracer environ 50% de la jambe de hausse qu'ils avaient créée entre le 2 février et le 2 mars. D'ailleurs, je pense que Wall Street est en train de former des supports tout à fait intéressants, et dès lors qu'une résistance sera franchie, on aura probablement un signal de redémarrage dans le sens de la tendance haussière, mais dans tous les cas, ces marchés actions US sont clairement désynchronisés des marchés actions européens. Bon, pour tout un tas de raisons, qu'il s'agisse du cadre fondamental, des résultats des entreprises, des perspectives de profitabilité, de l'évolution du dollar et de l'euro sur le marché des changes. Il faut, je pense, maintenant traiter ces marchés de manière très distincte, sans raisonner les uns par rapport aux autres, puisque par exemple, se baser sur le Nasdaq ou le SP500 pour appliquer des stratégies sur les marchés actions européens vous invitait depuis début mars à vendre ces marchés actions européens qui ne cessent de franchir des résistances. Donc autant les prendre indépendamment et puis tout simplement se fier à la tendance. Alors, le Nasdaq 100 pour commencer par les indices américains, ensuite les matières premières, les paires de devises majeures, et je vais revenir sur des graphiques intraday pour répondre à vos questions si vous en avez à nouveau sur le CAC ou le DAX ou tous les autres indices européens, sachant qu'ils ont été évoqués pour la plupart ce matin. Le MIB, l'IBEX, le DAX, l'Eurostoxx 50, le CAC, ces indices principaux de la zone euro ont été évoqués ce matin. J'aurai enfin un petit mot sur le Nikkei. Alors, le Nasdaq 100 nous plaisait énormément depuis la création d'un support majeur ici à 4080 points. Il y avait d'abord eu ici en intraday un très beau signal lors de cette séance du 16 janvier. Le Nasdaq 100 était sorti par le haut d'une configuration triangulaire lors de cette séance du 10 février, donnant un puissant signal d'achat qui a ensuite été confirmé par le débordement des sommets de 2014. Le marché est ensuite entré dans une phase de retracement de cette jambe de hausse. Il se stabilise sur les 50% de retracement, qui se conjuguent avec un niveau de support chartiste à 4290 points. Mon anticipation est de croire que le Nasdaq 100 forme un support, qu'il n'ira probablement pas en deçà des 4290 points, et un signal de redémarrage de la tendance de fond serait donné par, à nouveau, une cassure des 4350 points. Donc, je pense
que ce marché, il faut le surveiller, et que si cette résistance des 4350 points est débordée, eh bien nous repartirons pour des nouveaux plus hauts, sur un marché finalement sur lequel les investisseurs visent tout simplement les sommets de l'année 2000. Et je vais simplement vous rappeler où se trouvent les sommets de l'année 2000 sur cet indice Nasdaq 100. Eh bien, il se trouve ici en données journalières, donc sur ce graphique en données journalières, à 4780 points. Donc, je pense que ce sont des choses qui peuvent être visées sur le Nasdaq 100, les 4780 points. Et j'apprécie donc la formation de ce support ici sur les 4285 points. Et en ce qui me concerne, voilà, si nous avions le franchissement de ces 4350 points, donc nouveau franchissement, et bien derrière, je pense que ce marché irait rapidement donc vers de nouveaux plus hauts. On peut tracer ici quelques lignes de tendance intermédiaire, mais voilà, en tout cas, voilà un premier support à exploiter. Alors, encore quelques mots sur ces marchés actions US en données journalières, et puis ensuite on se concentrera sur la structure intraday des paires majeures, et je vais essayer d'identifier avec vous des niveaux de résistance sur l'euro-dollar, des niveaux de résistance sur le GBP USD, et des niveaux de support sur l'USD Yen, l'USD CAD, puis d'autres paires de devises si elles vous intéressent. Alors, le SP500, le Dow Jones, c'est globalement une construction graphique comparable à ce que livre le Nasdaq 100. Une jambe de hausse entre le 2 février et le début du mois et la fin du mois de février. Le marché a retracé quelque chose d'un peu plus profond que le Nasdaq 100, mais ce n'est pas réellement une surprise puisque le Nasdaq 100 surperforme le compartiment standard, je dirais, des actions US. Je pense qu'on forme un support assez solide entre 2039 points et 2048 points. Ce qui serait un signal positif serait de voir le SP500 refranchir les 2070 points pour reprendre ici sa marche en avant. Donc ça fait partie des indices que je suis. Il y a un autre indice dont je n'ai pas parlé ce matin mais dont je vous parle régulièrement, je passe rapidement dessus puisque je vous propose des vues de marché positives depuis le support majeur des 16 430 points et surtout depuis la résolution haussière de cette structure chartiste en triangle et le débordement des sommets de 2007. Alors les sommets de 2007, je fais bien sûr référence à l'indice Nikkei 225. J'en parle pourquoi? Parce que la nuit prochaine, à 5 h du matin, heure de Paris, la Banque centrale du Japon prend une décision de politique monétaire et vous n'aurez pas de point de marché d'ici 5 h du matin. Alors il y a certes un webinaire tout à l'heure à 18 h sur les erreurs des traders, mais du côté des points de marché, c'est le dernier de la journée. Donc devant nous tout de même une décision de politique monétaire d'une banque centrale majeure, la Banque centrale du Japon, avec à la clé une stabilité des taux d'intérêt qui est attendue et un questionnement sur l'extension possible, alors soit ce soir, soit lors des prochaines réunions, mais une nouvelle extension cette année du programme QQE de la Banque centrale du Japon. Le JPN 225 ressemble comme deux gouttes d'eau au FRA 40, au GER 30, à l'ITA 40, bref, ce sont des marchés actions soutenus par des politiques monétaires très proches, ou qui prennent la même direction. En ce qui concerne l'analyse technique, le débordement des sommets de 2007 était donc un signal d'achat dans le sens de la tendance, suivi d'un pullback. Ce marché action japonais a donné un nouveau signal d'achat dans la nuit de jeudi à vendredi dernier en débordant les 19 078 points, en neutralisant une structure assez réduite ici en Shooting Star. Je trouve ici les résistances entre 2000 et l'année 2007. Et je trouve très intéressant de constater qu'en reportant ici, donc vous avez des extensions de Fibonacci ici, et bien ces extensions de Fibonacci sur le Nikkei se conjuguent avec des niveaux standards d'analyse chartiste. Ce marché, je pense, peut rejoindre des sommets importants ici de l'année 2000, à l'image du Nasdaq 100 d'ailleurs, et voir le Nasdaq 100 aller chercher les 4700 points ou le Nikkei les 20 000, mais précisément les 20 875 points. 20 833, c'est donc une résistance de l'année 2000, il y a une extension à 20 875 points. Voilà, clairement, là, une analyse technique assez standard, j'ai envie de dire, à faire dans le sens de la tendance. Donc, petite mise à jour de l'anticipation sur ce marché action japonais, avec un nouveau support désormais à 18 078 points, tant que l'indice se maintient au-dessus de ces 19 078 points, qui sont un point d'entrée sur pullback, un pullback qui peut intervenir si la BOJ la nuit prochaine crée de la vol, pour ensuite viser au mois de mars, mars-avril,
les 20 000 points. Concrètement, 20 000, 19 965, voilà. Ça, c'est un objectif pour le court terme immédiat. Un mot sur le graphique en données journalières du dollar américain et ensuite je me concentre exclusivement sur les graphiques intraday en données 4 heures. Alors il y a une résistance qui je pense peut être atteinte cette semaine, ce sont les 12 188. 12 188 points, c'est un niveau de résistance horizontale sur le Dow Jones FXM Dollar Index. Il y a un certain nombre de lignes de tendance, vous avez celle-ci, qui existe depuis le débordement des sommets de l'année 2009 à 11 854 points. Alors lorsqu'on franchit une résistance, c'est un signal d'achat, soyons d'accord, c'est comme quand le CAC franchit 5000 points, c'est un signal d'achat et pas un signal d'excès aussi à shorter. Et donc on a à un moment ou à un autre la possibilité que ce marché vienne réaliser un premier test de cette ligne de tendance. Pourquoi est-ce que j'évoque un premier test? Parce qu'une ligne de tendance existe dès lors que 2 points permettent de la tracer, et le premier test, c'est bien le 3e point de contact. Et dans le cadre d'un 3e point de contact, il y aurait ici une possibilité de se placer long sur le Dow Jones FXM Dollar Index. Dernier graphique en données journalières sur laquelle je reviens avant d'exclusivement commenter les charts intraday. J'étudie ici la configuration graphique de l'once d'or qui clairement est dans une configuration technique de plus en plus fragile, notamment sur ces graphiques-là. Pourquoi est-il dans une configuration technique très fragile? Eh bien, il l'est depuis le rejet sous les 1300 $, qui correspondait donc à cette ligne de tendance baissière en place depuis mai 2013. Et finalement, le danger sur l'once d'or, c'est de voir prochainement, pourquoi pas en mars, la cassure des 1130 $. Casser 1130 $ renverrait ce marché aux alentours des 1050 $, voire même en deçà. Alors, on va affiner sur des charts en bougie japonaise 4 heures, mais en daily, une résistance m'intéresse, c'est celle qui se trouve à 1166. C'est tout simplement ce cours journalier ici, donc 1166, 1170 à retenir avant de basculer sur l'horizon de temps inférieur. Alors, la disposition graphique que vous avez sous les yeux, c'est ma disposition graphique en données journalières. Voilà comment elle est organisée. Ici, les paires de devises, les matières premières, les indices boursiers internationaux, les actifs autres et les indices boursiers européens. Vous avez vous-même la possibilité de faire ce type d'organisation. Sur notre forum, vous avez à jour depuis ce matin nos dispositions graphiques, donc qui sont à jour en date du 16 mars 2015. Moi, celle que je vous propose, c'est pas celle en données journalières, mais ce sont mes graphiques intraday. Ceux, justement, sur lesquels nous allons basculer maintenant. Alors, justement, ce dollar américain, il est en train de revenir sur support. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. Il y a 2 lignes de tendance potentielles qui sont intéressantes, puisque je pense que là, on a un retour sur un niveau de support qui est favorisé par ces statistiques qui restent favorables, mais qui sont inférieures au consensus du marché. Alors, moi je m'intéresse donc à ces 2 lignes de tendance. La première, la voici, c'est celle qui est ici en noir et qui serait le point d'achat optimal, je dirais. Et puis nous en avons d'autres qui sont un peu plus intermédiaires, et notamment celle-là, celle qui existe depuis le 9 mars 2015. Je pense que nous pouvons exploiter donc cette zone-là. Donc je vais essayer de vous la délimiter en nombre de points pour se positionner dans le sens de ce marché, ce qui concrètement positionne un dollar sur support dès lors qu'il se trouverait entre, alors je vais vous affiner ça, ici on a un cours de clôture, voilà, je pense que sur cet indice nous avons une zone support comprise entre 12 043 et 12 070. Donc pour affiner 12 040, 12 070, voilà un support qui m'intéresse. Et à ce moment-là, dès lors que cet indice devise serait sur support, jetez un œil au niveau de support de USD CAD, USD Yen, ou au niveau de résistance de Euro-Dollar, GBP USD, NZD USD ou AUD USD. Voilà donc le raisonnement de la devise de contrepartie, la partie USD. Cette semaine, c'est ça qu'il faut suivre, c'est la partie USD, parce que les statistiques concernent le dollar américain, notamment donc la Fed. Je pense que l'euro et les autres devises européennes seront de toute façon soumises à la destinée du positionnement des investisseurs vis-à-vis du dollar US. Alors, je vais vous dire un mot sur la livre sterling. La semaine dernière, il y a eu une conférence de presse de Mac Carney
Et concrètement, j'ai jeté un œil au consensus du marché quant à la date d'un relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon. Il se situe désormais au mois de mai 2016. Mai 2016, c'est le mois sur lequel la majorité des investisseurs se positionnent. Concrètement, McCarney, qu'est-ce qu'il a dit? Il a expliqué qu'il y a un taux de refinancement auprès de la Banque d'Angleterre de 0,50. C'était un taux élevé compte tenu de l'environnement monétaire général immédiat du Royaume-Uni, donc la Banque Centrale Européenne et toutes les banques centrales d'Europe continentale, mais pas seulement. Il estime donc que ce niveau des 0,50 est important. Certes, les conditions économiques en Angleterre ne sont pas celles de la zone euro, le niveau de l'activité est nettement plus élevé, mais le niveau des prix est lui aussi soumis à la baisse du prix de l'énergie. Dans tous les cas, McCarney rappelle que, en tout cas c'est là-dessus qu'il s'appuie pour exclure une hausse des taux d'intérêt au Royaume-Uni en 2015, sur le fait justement que 0,50 c'est un taux très élevé dans l'environnement actuel. C'est sûr que c'est nettement plus que du 0,10 ou du 0 comme le font maintenant un certain nombre de banques centrales qui sont très proches de la Banque d'Angleterre. Donc en l'état, en dépit de la solidité de la conjoncture britannique, le niveau de la livre sterling est finalement jugé peut-être de manière indirecte trop élevé par le patron de la Banque d'Angleterre. Je pense donc qu'il faut s'intéresser au niveau de résistance du GBP-USD, d'autant plus que la semaine dernière, l'analyse technique montre des signaux baissiers. Quels sont ces signaux baissiers sur la livre sterling? Il s'agit de la cassure des plus bas de 2013. Je me posais la question ce matin avec vous de trancher en fait entre deux niveaux de résistance. La première, 1,4814, précisément les plus bas de l'année 2013, en mèche basse, et lorsque j'étudie les cours de clôture, elle se situe à 1,4860. Et la question que je me posais, c'est laquelle est la bonne, sachant que ça, personne ne peut le savoir. Par contre, ce sont deux niveaux de prix. On peut s'exposer au niveau du premier, mais avec une exposition moindre, et augmenter l'exposition ou attendre le second niveau. Ce qui est certain, c'est que les statistiques américaines publiées à 13h30, 14h15, et enfin celle qui est attendue à 3h, qui est donc l'indice de sentiment des promoteurs immobiliers NAHB, eh bien, va avoir un impact sur USD, dans GBP-USD. Donc au moment où je vous parle, le GBP-USD teste ses précédents points bas de l'année 2013, et pour l'instant, il reste couvert par cette résistance. S'il devait parvenir à aller chercher un peu au-delà, j'estime que les 1,4860, et puis nous pouvons reprendre ici pour ceux qui utilisent l'indicateur technique Ishimoku, la Kijun H4, constituent finalement un très bon stop, les 1,49, dans le cadre de stratégie dans le sens de la tendance. Donc en clair, le GBP-USD, les résistances m'intéressent, et reste à savoir laquelle est la bonne, 1,4814 $ ou 1,4860 $. Ça c'est une chose, et à terme, j'envisage clairement de voir ce GBP-USD tendre vers de nouveaux plus bas lors des prochaines semaines. Voilà donc pour le GBP-USD. Je vais étudier maintenant l'USD-Yen, l'USD-CAD et l'euro-dollar naturellement, puisque j'imagine que ça fait partie des paires de devises qui vous intéressent. L'euro-dollar, je me posais exactement la même question ce matin. Un piège tout d'abord en session asiatique, contredit d'ailleurs par ces deux sommets ascendants sur le momentum H4 de la paire euro-dollar. Alors quel était ce piège? C'était le fait que les cours aient basculé sous les 1,0494 $, non confirmé par le momentum, rapidement neutralisé par les prix, puisque les cours ont repris ce niveau-là. Deux résistances sur l'euro-dollar. Tout d'abord ce point haut ici en clôture, 1,0640, et enfin 1,0680, avec un point de contact avec cette ligne de tendance baissière. Voilà donc ce qui m'intéresse sur l'euro-dollar, la zone comprise entre 1,0640 et 1,0680 pour des stratégies dans le sens de la tendance. Donc depuis ce matin, c'est un rebond qui est en place sur l'euro-dollar, tout comme sur le GBP-USD,
les statistiques américaines publiées à 14h15 créent aussi un processus de prise de profit sur l'USD. Donc voilà, au niveau du timing, il ne faut pas se précipiter sur les ventes Eurodoll, GBP, USD, les laisser rebondir, laisser les indicateurs intraday revenir à proximité de zones de surachat, et puis exploiter, je pense, ces zones résistantes pour se positionner dans le sens de la tendance. Parce que ces statistiques, là, US, même si elles provoquent un retour sur support du dollar US, c'est parfait. C'est ce que nous aimerions voir, par exemple, sur les marchés actions européens, pour avoir un mouvement bien construit, de temps en temps revenir sur support. Donc, sur le Dow Jones FXM Dollar Index, je reconfirme mon point de vue, qui est de dire que la zone 12 040, 12 060, donc un peu en deçà du niveau actuel des cours, est une zone support à exploiter dans le sens de la tendance. Pour l'USD CAD et l'USD Yen, cela m'invite à m'intéresser à des niveaux de résistance avant que ces paires de devises réalisent des cassures haussières majeures. Quelles sont-elles, ces zones support? Il y a un niveau horizontal à 120.46 au-dessus duquel je conserve une anticipation haussière sur le USD Yen. Alors, USD Yen, Nikkei 225, là du coup c'est vraiment important de les suivre, ces paires de devises, parce que la Banque Centrale du Japon s'exprime la nuit prochaine. L'idée c'est quoi? Il existe une ligne de tendance haussière ici en données 4 heures. Pour cela, vous pouvez joindre, lorsque vous êtes sur cet horizon de temps, le point bas ici du 26 février et le point bas du 4 mars, ce qui vous permet de délimiter cette ligne de tendance. Et voilà, et donc il y a une zone support qui se trouve ici. Donc je la situerai dans cette zone, hein, entre 120.50 et... alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Entre 120.50 et 120.60 pour se positionner dans le sens de la tendance. En tout cas, ce qui serait par exemple une stratégie d'achat de la ligne de tendance, elle passe à 120.95, donc une vingtaine de pips en dessous, et bien à ce moment-là, ces stratégies sont protégées par un stop sous les 120.46, qui globalement est un risque financier d'une quarantaine de pips, pour derrière envisager la capacité de cette paire de devises à déborder les 122 yens et à aller chercher donc les fameux 124 JPY lors des prochaines semaines. Voilà donc en tout cas une stratégie qui est envisageable sur la paire USD Yen, avec donc une zone de support ici qui se trouve un peu en deçà du niveau actuel des cours et qui m'intéresse. NZD USD, USD CAD et AUD USD, et puis ensuite d'autres actifs qui sont susceptibles de vous intéresser, et notamment les marchés actions US sur lesquels je vais revenir en intraday. Sur l'USD CAD, le marché teste les sommets du 30 janvier 2015, des sommets je pense qui seront franchis à terme par l'USD CAD sans aucune difficulté dans le sens de la tendance. Je surveille ici cette ligne de tendance haussière et un niveau de support qui me plaît sur l'USD CAD à 1,27$. Je pense que revenir sur le niveau des 1,27$ serait une bonne opportunité pour se placer long sur USD CAD. Le marché forme sur le court terme un support intermédiaire ici à 1,2760 et on observe un dégonflement ici de l'indicateur technique RSI en données 4 heures. Deux possibilités, voir ce marché construire un petit range entre 1,2760 et 1,28, essentiellement d'ailleurs permis par les cours du pétrole, les prix de l'énergie sous pression, qui ont clairement mis le CAD sous pression, encore sur le court terme. Mais en cas de pullback un peu plus profond, clairement le niveau des 1,27$ m'intéresse sur l'USD CAD pour se positionner long donc dans le sens de la tendance. Bon, AUD USD et NZD USD, j'ai tenté donc de vous en parler ce matin. Je vais vous reproposer une vue de marché là-dessus, mais là c'est le même topo, je ne cherche que des résistances. C'est un principe, tout simplement pour s'inscrire ici vraiment bien dans le sens de la tendance. On retrouve sur l'AUD USD la fameuse oblique ici qui est en place depuis très longtemps, hein, cette oblique de tendance baissière qui couvre les cours depuis septembre 2014. Bon, là je ne sais pas réellement ce qu'on est en train de construire, mais j'aurais tendance aussi à toujours penser que les 0,7740 sont un excellent niveau de résistance pour se positionner dans le sens donc de la tendance. Et enfin le NZD USD, ce matin je vous ai proposé cette vue de marché, un range entre 0,7320 et 0,7450,
le niveau des 0,7450 est une résistance donc qui m'intéresse. Le niveau donc des 0,7450. Et au final, après avoir passé en revue avec vous l'ensemble de ces paires de devises majeures, si je devais faire un filtre peut-être pour vous faciliter la tâche dans la lecture des arguments que j'avance, j'aurais tendance à me concentrer sur les niveaux de résistance sur le GBP USD, parce que je pense que vraiment celui-là pourrait baisser davantage. Donc le GBP USD de résistance 1,4813 ou 1,4860. Et du côté des supports, USD Yen et USD CAD. Avec donc cette ligne de tendance sur l'USD Yen qui passe sur les 120.95, 121 et USD CAD qui finalement se montre globalement assez solide en se contentant de faire son range ici entre les 1,2760 et les 1,28 dollars canadiens. Alors, les indices US en données H4, qu'est-ce que cela nous raconte? Eh bien, je pense que le Nasdaq trouve donc un support à 4290. Bon, c'est 50% de retracement, voilà, c'est un ratio standard, 50% de retracement de toute cette jambe de hausse. Ce qui serait vraiment le signal d'une fin de conso sur le Nasdaq 100, et donc ce qui serait le signal d'achat, en tout cas un signal de redémarrage de la tendance haussière, ce serait de voir le Nasdaq refranchir les 4350 points. Dans le cas d'une rupture de la résistance à 4350 points, eh bien c'est tout simplement la tendance de fond qui redémarre avec à terme un objectif de cours qui se situe sur les sommets de l'année 2000. Donc voilà, ça c'est concrètement ce que je pense sur le Nasdaq 100. Donc voilà, il faut vraiment surveiller ça. Là, d'un point de vue chartiste, qu'est-ce qu'on réalise? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on ne fait pas réellement de pattern bien spécifique. Mais en tout cas, voilà. Refranchir 4350 points referait de ce niveau un niveau de support pour envisager donc derrière un redémarrage de la tendance de fond. Alors maintenant, l'indice S&P 500, toujours sur ce même horizon de temps. Le SP500... là je pense qu'il a clairement créé un support sur les 2040 points, donc c'est aussi une zone de retracement importante, je vous ai montré ça tout à l'heure en m'appuyant sur un chart daily. Les 4350 points sont le niveau à suivre sur le Nasdaq 100 pour envisager un redémarrage. Sur le SP500 ce sont les 2070 points. Il faudrait vraiment que le SP500 refranchisse les 2070 points. Et je pense qu'il sera en mesure de le faire, refranchir les 2070 points pour retendre vers les 2090, les 2120, etc., etc. Alors, ce qui est certain, c'est que Wall Street sous-performe, même si on exprime tous ces indices en dollars, les marchés actions européens. D'ailleurs, au moment où je vous parle, le SP500 est globalement à l'équilibre. Au moment où je vous parle, le Dow et le SP500 sont à 0 en performance annuelle, year to date. Voilà, ça c'est un fait. Mais je pense que ces marchés peuvent encore s'apprécier dans tous les cas, même s'ils seront un peu en retrait. En tout cas, voilà. 2070, c'est un seuil que je vois comme un seuil technique d'accélération haussière, tout comme j'accorde aux 4350 points du Nasdaq 100 ce titre, ce statut de seuil d'accélération haussière. Alors maintenant les métaux précieux, les matières premières et puis un tour d'horizon d'autres paires de devises susceptibles de vous intéresser. Bon, l'once d'or, je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Vous avez compris qu'en données journalières, la résistance, c'est pour ça que je voulais vous montrer les graphiques daily, se trouve à 1166. Sous les 1166 $, on fait... Ça n'a pas réellement de forme chartiste, c'est un peu complexe. Mais j'aurais toujours tendance à penser que sous ces 1166, il y a un risque de voir le XAU-USD retomber vers de nouveaux plus bas. Il est aussi couvert par cette oblique. Voilà, bon, dans un espèce de schmilblick chartiste, honnêtement, parce que ça n'a pas de réelle forme. Par contre, ce qui a une forme, je dirais, un peu plus proche de ce qu'on peut trouver dans les livres d'analyse chartiste, c'est le comportement du RSI H4 ici, du XAU USD.
j'ai un peu le sentiment que ça fait wedge, biseau de reprise, avant d'avoir un choc. Donc, je pense que voilà, les 1166 $ sont une résistance qui peut être utilisée pour des stratégies de vente ici du XAU USD, dans le sens donc de la dynamique. En ce qui concerne l'argent métal, lui, le dernier signal de vente avait été donné par la cassure des 16,03 ici. Depuis, écoutez, je sais pas, c'est franchement pas évident de dire ce que construit depuis le XAU, le XAG USD, parce que bon, ici on avait un peu fait quelque chose d'assez extraordinaire au début décembre. C'était franchement pas évident. Donc sans se casser la tête, j'aurais tendance à me concentrer sur ce canal de baisse ici qui est en place depuis la fin du mois de février sur l'argent. Je pense qu'on peut aussi attraper, bon, on a cette ligne de canal pour la suite des événements. Ce qui finalement fait sur le XAU-USD, toujours XAG-USD, un niveau de résistance chartiste ici sur les 16,03, enfin 16,06, 16,03. Et donc cette oblique ici qui attrape tous ces creux de marché. Donc il y a la possibilité de voir le XAG USD dériver à plat avant qu'il subisse la pression ici de cette oblique. Bon, entre les deux, je vois il y a davantage quelque chose de limpide, je dirais, avec les 1166 ici du XAU USD. Bon, les marchés actions européens, je ne vais pas revenir trop longtemps dessus, je les ai assez bien couverts ce matin, enfin assez longtemps couverts ce matin. Nous sommes toujours sous l'influence d'une divergence haussière cachée standard depuis le rebond sur les 4070 points. Les cours ont donné un signal d'achat le vendredi 13 mars en sortant par le haut d'une configuration puissante dans le sens de la tendance qui est ici un drapeau. J'ai positionné ici des extensions de Fibonacci qui constituent autant d'objectifs de cours dans le sens de la tendance ici sur le CFD FRA 40. Un premier objectif a été atteint ce matin, les 5054 points. Un premier support se trouve à 5010, puis un second à 5030. Au-delà des 5054, eh bien je vise 5080, 5100 et 5108 ici sur le FRA 40. En ce qui concerne le DAX, c'est la même chose en beaucoup plus puissant. Le DAX est sorti par le haut d'un drapeau le vendredi 13 mars en réalisant une cassure haussière des 11 859 points. Le RSI H4 était sorti par le haut d'une pattern, il a fait un pullback, c'était propre, net et sans bavure. Vous avez ici des extensions de Fibonacci qui reportent la jambe de hausse qui a précédé la création par le marché d'un drapeau. Ici, les targets étaient les suivantes, 2021 et 2194. 2021 a été franchi ce matin, c'est désormais un support. Je vise désormais 2194 points sur le GER 30. Donc, voilà pour ces marchés actions US européens. Pour les marchés actions US, vraiment intéressez-vous au Nasdaq 100. Je pense que nous pourrions bientôt assister à un redémarrage de la tendance haussière, notamment donc si la résistance à 4350 points est à nouveau franchie par les cours. Bon, les pétroles, avant de proposer un tour d'horizon des charts des autres paires de devises, l'US Oil et le Brent sont à nouveau couverts par leur ligne de tendance baissière, par leur moyenne mobile à 20 jours. La moyenne mobile à 20 jours, qu'il s'agisse de l'US Oil ou du UK Oil, couvre à nouveau les cours. L'Agence internationale de l'énergie d'ailleurs ne s'alarme pas du tout de la baisse des prix, elle considère que ça ne justifie en rien une contrainte d'offre. Il y a la possibilité de voir le WTI casser ses plus bas de janvier 2015 et de tomber en direction des 40 $, tout comme il y a la possibilité de voir le Brent revenir au contact des 52 $, puisque un signal technique baissier a été donné le 13 mars à la cassure des 55,89. Donc voilà, je ne m'enferme même pas trop dans d'autres scénarios, c'est juste l'analyse technique. Le Brent a cassé un support, ça va baisser. Le WTI se situe sur ses plus bas de janvier 2015, il n'y rebondit pas de manière très ferme, il s'expose à un risque de cassure
dans le sens de la tendance de fond. En ce qui concerne le cuivre, pardon. En ce qui concerne le cuivre, on est dans un marché qui est un peu différent. On progresse depuis le 10 février dans un espèce de canal à faible pente. On avait donné un signal positif ici sur le copper le 12 mars. On fait un petit range maintenant. Bon, pas grand chose à dire si ce n'est que, oui, en effet, on peut peut-être revenir chercher les 2,72. On a un premier support ici qui se trouve sur 2,65. Pourquoi pas à utiliser. Mais en tout cas, bon, voilà. Pas 36 000 choses à dire sur, sur ce métal industriel. En ce qui concerne les autres paires de devises, il y en a un certain nombre. Je passe en revue les paires en yens, étant donné que ce soir a lieu une décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon, et puis ensuite je réponds à vos questions. Alors l'USD-yen, bon, vous l'avez compris, je vous ai proposé tout à l'heure une vue de marché dessus. La UD-yen, alors qu'est-ce qu'on peut voir sur la UD-yen? Eh bien écoutez, pas grand chose. On était sorti par le bas d'un espèce de... Bon, déjà cette ligne de tendance ici elle n'existe plus. On était sorti par le bas ici d'un espèce de wedge, et ça n'a pas non plus été trop impulsif. Le marché a récemment, très récemment d'ailleurs, formé un support ici sur les 91,80. Au passage, je vous rappelle que cet après-midi la Banque Centrale Européenne annonce le détail des achats d'actifs qu'elle a mené la semaine dernière. Donc ça c'est aussi important, hein, c'est je crois attendu à 15h45. La UD-yen, honnêtement, à part un range, je n'y vois pas grand chose, puisque nous avons globalement là deux monnaies qui sont assez faibles sur le FX. Donc d'un point de vue de l'analyse technique, c'est un range entre 92 et 94. Voilà. Un range de 200 pips, j'y vois pas vraiment d'autre chose. Le CAD yen. Alors, le CAD yen, lui aussi, c'est assez marrant ce qu'il fait, parce que bon, le dollar canadien est sous pression depuis la semaine dernière et la reprise de la baisse des cours du pétrole. Cependant, le CAD yen avait formé un support assez solide sur les 94,16. Il avait tenté de franchir cette ligne de tendance baissière. Vous voyez en fait qu'il y reste collé maintenant. Mais au fond, là aussi, c'est comme la UD yen. Ce sont des ranges parce qu'il s'agit de confrontation de monnaies globalement faibles. Donc, j'aurais tendance à revenir en effet sur ce niveau des 94,163. Plutôt en partant du principe que JPY pourrait être prochainement sous pression, si par exemple l'USD-yen réalisait une cassure haussière des 122. Donc voilà, pour le CAD yen, intéressez-vous au support des 94,16. Ça peut être un support intéressant pour une stratégie de rebond technique sur le CAD yen. Donc 94,16 sur le CAD yen. Voilà, c'est un niveau à suivre. Donc la UD yen, un range, difficile à exploiter selon moi. Le CAD yen, le niveau des 94,16, pourquoi pas. Le GBP yen, lui a construit une structure de sommet ici entre 181,62 et 185. Bon, dans l'esprit, c'était plus ou moins une structure en épaule, tête, épaule, mettant un terme à cette phase d'appréciation entre les 175 et les 185. 1000 pips de reprise ici du GBP yen, complètement neutralisé par le fait que McCarney finalement évoque la cherté de la livre sterling et écarte tout scénario de hausse des taux en 2015, mais probablement autour davantage du printemps 2016. Sur le GBP yen, on a eu un signal de vente qui a été donné donc ici le 11 mars. On a fait d'ailleurs quelques objectifs de cours. Je vais juste jeter un œil ici en retracement, en extension, voir si on attrape quelque chose. Bon, en extension, pas grand chose. En retracement, il n'y a pas, y a rien réellement qui me saute aux yeux. Je vais simplement... Ok, donc on a fait la target théorique de la structure de sommet. Donc maintenant, bon, c'est juste une structure, c'est juste une formation de chartiste, mais les 178,32 étaient une cible. J'aurais tendance maintenant à penser que le GBP yen peut sur le court terme se reprendre en direction des 180,22. Bon voilà, 180,22, pourquoi pas une résistance ici pour une stratégie de vente.
Et enfin, l'euro-yen. L'euro-yen, il faut s'intéresser au niveau de résistance. Dernier signal de vente qui a été donné à la cassure ici des 130.14. 130.14. On est revenu sur cette zone-là, ici des 128. Je pense qu'à terme, il y a un risque de voir l'euro-yen rebaisser en direction des 125. Hein. Ça, c'est quelque chose que je n'exclus pas. Sur le court terme, quelle résistance peut être intéressante sur l'euro-yen? Alors, le niveau, ce serait les 130. Le niveau des 130 yens. Ensuite, est-ce qu'on peut attraper un canal ou une ligne de résistance chartiste? On peut probablement avoir ce type d'élément ici sur l'euro-yen. On constate d'ailleurs ici la présence d'une divergence haussière en H4 sur l'euro-yen qui est en train d'être active. Donc je pense que l'euro-yen peut rebondir en direction des 129,06 qui peut être d'ores et déjà une résistance. Alors 129,06 dans l'immédiat, et puis il faut se méfier parce que si la Banque centrale du Japon devait affaiblir le yen cette nuit, la reprise de l'euro-yen pourrait se faire en direction des 130.14. Donc j'attendrai davantage de voir le comportement des cours au contact de cette première résistance, sans forcément s'y précipiter, peut-être attendre de voir où se situe le RSI H4, mais en tout cas l'euro-yen peut aller chercher cette résistance, 129.06, au même titre que le GBP yen est en rebond, ou encore que l'USD yen a tout à fait la possibilité, je pense, de réaliser bientôt une cassure haussière des 122. Voilà donc ce que je pouvais vous livrer comme tour d'horizon des graphiques intraday. Maintenant je réponds à vos questions, je vois qu'il y en a un certain nombre, et notamment donc plus importante. Alors à 21 h, la statistique TIC est-elle importante ou pas pour la suite des événements? Alors honnêtement, je pense que c'est une statistique de seconde importance, chers visiteurs. Alors, une vue. Donc vous souhaiteriez avoir une opinion sur Euro NZD, GBP NZD et NZD USD, donc c'est parti. Alors je précise, hein, donc c'est une question de Ramucho 3. Le GBP NZD, il teste, il est toujours finalement au contact de cette ancienne ligne de tendance baissière. Il revient dessus. J'aurais tendance à penser que on est plutôt sur support, le niveau des deux. Après, ce qui est un peu gênant, c'est la faiblesse du sterling, mais on est plutôt en zone de support. Donc au fond, sans trop s'exposer, hein, puisqu'il ne faut pas mettre toutes ses billes, tous ses œufs dans le même panier, mais pourquoi pas y voir sur le GBP NZD le début ou le point de départ d'une compression en wedge au-dessus des deux. Bon, au-delà de ça, le niveau des deux est en effet un support technique. C'est aussi un chiffre rond qui donc peut avoir son importance. Voilà. On peut en effet envisager une stratégie agressive de positionnement long au-dessus des 2 $ néo-zélandais ici sur le GBP NZD. L'euro NZD. Alors l'euro NZD, c'est la stratégie de carry trade par excellence, puisqu'en étant vendeur sous résistance de l'euro NZD, vous encaissez la baisse du taux de change et vous encaissez des rollovers. L'euro NZD, cependant, sur le court terme, se situe dans la partie basse d'un canal de baisse. Je pense que l'euro NZD peut rebondir en direction d'une résistance qui se trouve à 1,4467. Vous avez par contre, au niveau des 1,4467, une résistance à shorter pour accompagner cette phase de baisse. Donc, je pense que l'euro NZD
dans cette zone-là, sera une résistance sur lequel envisager des stratégies de vente, alors lors des prochaines heures, mais avoir en tout cas en tête ce niveau entre, je dirais, 1,4470 et 1,4520. 1,4470 et 1,4520, donc dollars néo-zélandais, pour adopter donc dans le sens de la tendance une stratégie de vente sur l'euro NZD. Alors Boutouille, est-ce que je pense crédible de voir l'euro-dollar baisser à 1,02 cette semaine? J'ai envie de dire que c'est envisageable, mais pas ce lundi, hein, puisque aujourd'hui lundi, nous avons depuis ce matin une succession de signaux positifs sur le court terme, ici sur le cross euro-dollar. La fausse tentative, le piège je dirais sous 1,0490. Cet après-midi, l'euro-dollar franchit les 1,0565. C'est un niveau intermédiaire. Je pense que l'euro-dollar semble en mesure de rejoindre les 1,0640, 1,0680. 1,0680 peut être considéré comme une résistance. Donc c'est une ligne de tendance baissière, c'est un niveau chartiste. Pour adopter une stratégie de vente à un bon prix sur l'euro-dollar, j'attendrai les 1,0680. En plus, on est en train de sortir par le haut d'une espèce de structure élargie sur le momentum H4. Donc voilà, 1,0640, 1,0680 est tout à fait susceptible de recréer de la pression vendeuse sur cette paire euro-dollar. Peut-elle baisser sous les 1,0450 cette semaine? C'est tout à fait envisageable, surtout si la Réserve fédérale des États-Unis laisse présager un premier relèvement des taux d'intérêt des Fed Funds entre juin et septembre prochain. 1,0640, 1,0680 pour commencer à envisager une stratégie de vente. Alors, bonjour Joseph, eh bien aucun problème, hein, l'accès au webinaire est tout à fait ouvert à tous. Alors question de visiteur, est-ce que le RSI est mieux que le MACD? Alors moi je ne vais pas faire de classement d'indicateurs techniques, chacun sa méthode, chacun utilise l'indicateur qui plaît. Non, en fait je pense que il n'y en a ni un ni l'autre qui est mieux que l'autre, ni l'un ni l'autre en fait, ils expriment deux choses différentes. La bonne question serait qu'est-ce qui se cache derrière le RSI et qu'est-ce qui se cache derrière l'indicateur de MACD. Le RSI, c'est un ratio glissant entre les séances en hausse et les séances en baisse sur une certaine période. L'indicateur de MACD, c'est un différentiel de moyenne mobile qui a sa propre moyenne mobile. Ce sont des choses un peu différentes. J'aurais tendance à utiliser davantage le MACD en tendance. Alors les actions chez FXM, ça arrivera d'ici l'été prochain. Le SP500, une question sur le SP500. Donc, le SP500 pourrait donner un signal d'achat s'il confirme la cassure des 2070. Ça c'est certain, mais je préfère le Nasdaq 100. Franchement, je préfère le Nasdaq 100. Si vous avez une cassure des 4350 points sur le Nasdaq 100, on est reparti comme en 40. Comme en 40, direction les sommets de l'année 2000. Oui, il y avait une divergence haussière standard sur le Nasdaq 100 en H4, mais elle sera active uniquement si les prix cassent les 4346, 4350. Et c'est bien parti. C'est franchement bien parti. Alors qu'est-ce que ça veut dire les rollovers? En effet, donc c'est exactement ça, visiteur, la réponse à votre question. Si vous êtes vendeur de l'euro NZD au-delà d'une séance de trading, votre compte de trading est crédité dès la différentielle des taux d'intérêt. Et c'est indiqué sur la plateforme. Hein. C'est indiqué ici lorsque vous êtes sur la plateforme. Vous avez ici la valeur du rollover lorsque vous êtes à l'achat. Et ici la valeur du rollover lorsque vous êtes à la vente. Alors je vais regarder sur l'euro NZD. Là vous êtes face à un compte de démo FXECM. Donc voilà, hein, tout simplement. Donc le rollover lorsque vous êtes à la vente sur l'euro NZD, c'est 0,70. D'accord? 0,70, c'est ce que vous allez encaisser en fonction bien sûr de l'exposition, du nombre de contrats que vous avez investis. Donc sur l'euro NZD, il ne faut pas se précipiter à la vente, attention. Hein. Il faut ne pas oublier qu'il y a ici
Mais je pense que les 1,4467, 1,4467, il faut patienter, peut-être en milieu de semaine, 1,4467 sera donc une bonne résistance ici sur l'euro NZD. Alors Ben, faut pas oublier que l'or, c'est quand même pas une paire de devises comme les autres, hein, ça reste quand même un actif tangible, hein, ça a une réalité physique l'or. La corrélation entre l'or et... pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'euro-dollar rebondit et l'or reste sous pression? Finalement, vous ne devez pas forcément vous étonner, la corrélation elle n'est pas parfaite entre le XAU-USD et l'euro-USD. Parce que si euro-USD était égal à XAU-USD, ça veut dire que EUR égale XAU. Sauf que l'euro, ce n'est pas l'once d'or. Donc, à un moment ou à un autre, on peut avoir des différences, surtout au sein même d'une séance. Mais en effet, l'once d'or ne bénéficie pas de cette consolidation en séance du dollar US. Parce que l'once d'or n'attire pas les investisseurs institutionnels, tout simplement. Et il y a des perspectives qui sont baissières. Ok. Voilà, donc je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. À 18 h, on vous propose donc ici même un webinaire sur les erreurs des traders, les erreurs principales qui se répètent et qu'il convient d'éviter. Je vous rappelle que cet après-midi a lieu, la Banque Centrale Européenne rend public les détails de son programme d'achat d'actifs. Donc voilà, ça c'est important à suivre. Et enfin, gardez bien à l'esprit que le marché a en ligne de mire la réunion de la Fed et le communiqué de presse et la conférence de presse de la présidente Janet Yellen. Attention, c'est 19 h cette semaine. 19 h pour le communiqué et 19 h 30 mercredi 18 mars. Ne vous trompez pas, ce ne sera pas 20 h et 20 h 30 parce que la France n'est pas encore passée à l'heure d'été, ce qui est déjà le cas en Amérique du Nord. Voilà, merci d'avoir été attentif et à demain pour le Wall Street Insider.